Bonjour à tous, ça me fait très plaisir d'être avec toi Elodie ce matin et avec tout le monde ici, ce midi on va dire plutôt. Je vais commencer par une petite présentation de Shaker et puis après je te laisse la parole si c'est bon pour toi. Shaker en quelques mots, on est une agence RH et on traite à la fois, comme on aime bien dire, le R de ressources humaines avec la partie vraiment réglementaire, le socle social, la gestion de la paye, et puis aussi le H avec le développement RH, donc la stratégie RH, la stratégie de recrutement, la formation, voilà, avec toutes ces parties de développement et de formation du collaborateur. Bonjour à vous et merci pour vos petits messages, ça fait plaisir. Elodie, je te laisse te présenter. Ouais, merci Marion. Bonjour Marion. Bonjour à tous. Donc je suis Elodie Terré. Je suis donc fraîchement consultante RH au sein de l'agence Shaker. J'étais précédemment jusque fin avril référente classification au sein de l'UMM national. Donc j'ai baigné pendant plusieurs années sur le sujet et précédemment encore j'étais donc responsable RH dans différentes entreprises, évidemment plutôt orientées métallurgie. Un sujet du coup dans lequel tu baignes. Merci Elodie pour cette présentation. Je donne 2-3 mots aussi sur moi. Je suis Marion Bellet, donc comme tu l'as dit, je suis la co-dirigeante du cabinet Shaker et moi je travaille davantage sur la partie développement RH. Au programme ce midi, on a un programme autour de la convention collective de la métallurgie. Donc on va voir avec Elodie déjà pourquoi cette nouvelle convention collective. On va parler surtout de la classification. Qu'est-ce que c'est que la classification et à quoi ça sert aussi dans cette nouvelle convention? Ça va être quoi les bénéfices pour les entreprises? Parce que oui, il y a aussi des bénéfices pour vous. Quelles sont les obligations? Petit laïus obligatoire, les outils aussi que vous avez à disposition, ce que propose Elodie en termes d'accompagnement. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous viennent pendant que l'on parle, à nous les mettre en commentaire. Nous, on les voit, vos commentaires, donc on pourra y répondre plutôt sur la fin. Et puis sinon, il y aura aussi toute une FAQ qui va être mise en place sur notre site internet, qui sera alimentée au fur et à mesure de ce que l'on rencontre. Et puis, on aura surtout les 5 questions les plus posées que Elodie reprendra et qui vous sera envoyée sur demande sans problème. Donc c'est parti Elodie, déjà pourquoi cette nouvelle convention collective? Alors c'est vrai qu'on va beaucoup parler de la classification, mais la classification elle s'intègre dans une convention collective. Et effectivement, aujourd'hui, il y a une convention collective existante qui est assez complexe. On a des accords nationaux, on a une convention collective sur les ingénieurs et cadres, et puis on a 76 conventions collectives territoriales. Donc ça veut dire qu'une entreprise qui serait multisite, ça veut dire sur plusieurs départements, ne fonctionne pas avec les mêmes règles en fonction de sa localité. Donc ça rend les choses beaucoup plus complexes pour les dirigeants et les RH aujourd'hui. Et puis, il y a aussi surtout beaucoup de différences catégorielles entre les cadres et les non-cadres aujourd'hui. Et vraiment, le but demain, pourquoi on change, c'est de pouvoir créer un socle commun, quel que soit l'emploi, quelle que soit la localité de l'entreprise, pour que, évidemment, de réduire en fait le risque juridique, puisqu'on constate que la convention collective pourrait être un petit peu dévoyée aujourd'hui, ou en tout cas mal utilisée par les entreprises. Surtout que tu le dis souvent, mais c'est une convention collective qui existe depuis les années 70. Il y a un petit décalage aussi avec ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est qu'on ne travaille plus de la même manière que la manière dont on travaillait dans les années 70. Donc l'objectif de cette classification, c'est vraiment que ça reflète le mode de travail de 2024, puisque c'est une convention collective qui entrera en vigueur au 1er janvier 2024. Ok. Alors, on l'a dit, c'est une convention collective qui est là depuis les années 70. Et du coup, pourquoi ça change là au 1er janvier 2024?
Alors, pourquoi une nouvelle convention alors, hop là. Ce que je voulais juste, vous dire, c'est que pourquoi on change de classification, c'est que on a un système aujourd'hui, et tu l'as dit déjà Marion, c'est qu'on est sur un système complètement obsolète, avec des textes qui datent des années 70, qui sont assez anciens et très interprétatifs. On a des filières, c'est quelque chose d'assez complexe. On a 4 systèmes de classification aujourd'hui. On a pour les mensuels, pour qui ça va parler, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont connectées, les seuils d'accueil pour les mensuels. On a les progressions automatiques pour les cadres. C'est quelque chose qui est très complexe. Donc le but, c'est vraiment de simplifier ça. Et puis surtout, aujourd'hui, on a une classification qui a perdu de son sens et qui est mal utilisée. Et on a perdu l'idée de classer un emploi, ce qui devrait déjà être le cas. On va accentuer davantage avec la future classification, mais elle a perdu de son sens par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment éloigné du contenu de l'emploi et on est plus sur de l'évaluation individuelle des salariés. Ok, très bien. Et puis on a effectivement, je disais tout à l'heure, la classification s'insère dans la convention collective. La convention collective, c'est plusieurs thèmes. On a aussi le temps de travail, la rémunération, les relations individuelles de travail. Mais c'est vrai que la classification, c'est vraiment le socle commun, le squelette de cette convention collective. Et c'est ce qui nous réunit justement ce midi. Alors, on parle beaucoup de classification. C'est quoi la classification et ça sert à quoi au final? Alors, la classification, ça sert à quoi? Ça sert en fait à créer un système qui va classer les emplois et pas les salariés. S'il y a quelques mots à retenir de ce live, déjà ça c'est le premier, on classe l'emploi et pas le salarié. Ça permet, c'est un système qui est commun à toutes les entreprises, je le disais tout à l'heure, quelle que soit la localisation, quel que soit l'emploi. C'est un élément, et ça c'est très important, c'est un élément qui est structurant pour l'organisation parce que dès lors qu'elle va réfléchir sur sa classification, ça veut dire qu'elle va réfléchir sur ses pratiques, sur la structure de ses emplois, et ça c'est essentiel pour une organisation. Et la classification, elle sert aussi de base de référence pour construire les salaires minimaux conventionnels. Aujourd'hui, dans la classification actuelle, on a aussi des salaires minimaux en fonction des coefficients et des indispositions pour les cadres. Demain, ça sera le même principe, sauf qu'on ne parlera plus de coefficients, ni d'indices, ni de position. Comme aujourd'hui. T'en parles super bien, parce qu'évidemment, c'est ton bébé. Mais la classification, qu'est-ce que ce n'est pas aussi, justement? Alors surtout, c'est vrai que c'est en lien avec le fait qu'on classe l'emploi et pas le salarié, mais surtout, c'est pas un système d'évaluation de la performance. On ne doit pas reconnaître, on ne doit pas valoriser les salariés avec de la classification. La classification, on est vraiment sur la maille de l'emploi. Dès qu'on parle de l'individu, il faut se dire qu'on sort du champ de la classification et donc on n'est plus sur des ressources humaines, mais clairement plus de la classification. Ok, merci. Ça va être... Donc on a compris ce que c'était que la classification et pourquoi cette convention collective dans la métallurgie évoluait et changeait au 1er janvier 2024. Ça va être quoi les bénéfices aussi pour les entreprises? Parce que je sais qu'il y en a et je sais que tu en parles beaucoup. Donc c'est quoi pour toi et puis par rapport à cette convention, les avantages et les bénéfices ouais, c'est une question intéressante parce que les entreprises souvent perçoivent ça comme une contrainte, d'autant plus dans un contexte post-Covid, inflation, problème de matières premières, etc. Mais il y a des avantages et je fais en sorte que les entreprises en dégagent vraiment une opportunité. Donc déjà sur un plan économique, j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure, mais ça permet d'optimiser l'organisation du travail, de pouvoir contribuer à la performance, à la compétitivité de l'entreprise.
l'entreprise, hein, dès qu'on parle de classification, structure des emplois. Donc ça, ce sont des arguments qui, a priori, devraient intéresser des dirigeants. Et puis, ça permet surtout, à un moment, d'avoir une vision claire, hein, de ces emplois, d'identifier des compétences clés. On est sur un secteur qui a énormément de mal à recruter. Donc, quand ils sont là, il faut aussi faire en sorte de les garder. Donc, ça permet vraiment d'identifier les emplois et les compétences clés de l'entreprise. Ça, c'est très important. C'est un vrai squelette, comme tu disais, pour la stratégie RH au final. Tout à fait. Ça permet on se base là-dessus pour construire beaucoup d'autres choses. Ouais. Ensuite, sur un point de vue RH et social, c'est un projet qui est mobilisateur parce que la classification, c'est ni plus ni moins de l'analyse de contenu d'emploi. Si on met de côté le lien avec la rémunération, c'est un projet qui est mobilisateur parce que ça intéresse les salariés, qu'est-ce que je fais dans l'organisation, ça intéresse les RH quand il y a des structures RH et ça intéresse les dirigeants. Donc c'est un projet vraiment qui peut vraiment rassembler et qui permet de fédérer aussi dans l'entreprise pour qu'il y ait un meilleur dialogue social. Alors, soit le créer, soit améliorer le dialogue social. Puis je trouve aussi pour les pilotes d'équipe, les managers, c'est intéressant parce qu'au final, qu'est-ce que fait mon équipe aussi? Et ça permet de remettre à niveau certaines choses, de prévoir éventuellement dans sa stratégie de recrutement des postes à compléter, à revoir. Et c'est super intéressant au final. Et enfin, d'un point de vue juridique, c'est vrai qu'il y a aussi l'argument de changement de convention collective parce qu'il y a un vrai risque juridique aujourd'hui pour des entreprises qui utiliseraient mal cette classification. Donc les bénéfices, typiquement, c'est la robustesse, l'objectivité, hein, de pouvoir vraiment sécuriser juridiquement ces pratiques RH au sein de l'entreprise. Et on le voit avec cette partie juridique. Au final, c'est quoi les obligations des entreprises avec cette nouvelle convention collective? Qu'est-ce que ça va être là pour préparer 1er janvier 2024? Alors c'est vrai qu'on parle je vous ai évoqué les opportunités avant les obligations. Néanmoins, en tant qu'entreprise de la branche, il y a des obligations. On a une partie déjà d'information. Donc les entreprises ont l'obligation d'informer les salariés, donc d'expliquer le futur système, la méthode de classement, de faire une information-consultation auprès des IRP, d'avoir une phase chronophage, certes, mais de description des emplois. Ça veut dire que les entreprises, ça c'est la nouveauté, vont devoir rédiger des fiches emploi. Alors certaines entreprises ont déjà des choses, donc c'est repartir aussi de l'existant. Oui, il ne faut pas se dire qu'on va tout réinventer. Il faut vraiment capitaliser sur déjà ce qui est présent dans l'entreprise au maximum pour que, et c'est déjà ce que tu vis quand tu vas dans des entreprises aujourd'hui, au final tu fais un peu un état des lieux, vous avez quoi et qu'est-ce qu'on réutilise, qu'est-ce qu'il faudrait légèrement faire évoluer et puis qu'est-ce qu'on met peut-être aussi de côté. Oui, il y a un état des lieux qui est nécessaire parce qu'il y a des éléments déjà qui sont existants. Ces fiches, une fois qu'elles sont rédigées, il faut les transmettre aux salariés concernés et ensuite démarre la phase d'analyse de l'emploi avec la cotation, le classement et ensuite ce nouveau, donc aujourd'hui coefficient pour les mensuels et indice position pour les cadres, demain basculera sur une classe et un groupe. Donc cette classe et ce groupe devra être notifié par écrit de manière individuelle aux salariés concernés, à chaque salarié, et devra figurer sur le bulletin de paye de janvier 2024. C'est ce qui va vraiment formaliser l'entrée en vigueur de cette convention collective. 1er janvier et surtout pas avant, parce qu'avant on est encore jusqu'au 31 décembre 2023 sur la convention collective actuelle. Ouais. Si vous vous dites que c'est assez dense comme information, parce que je suis consciente qu'on donne aussi beaucoup d'informations et qu'on parle de beaucoup de choses, on vous enverra à tous un petit message à la fin de ce live et vous pourrez télécharger une fiche récapitulative que Elodie a dessinée et ça va vous permettre peut-être pour ceux qui sont visuels aussi de revoir un peu ces différentes étapes. Il y a quelque chose dont tu parlais, c'est effectivement ces classifications et où on parle d'emploi. C'est-à-dire que dans votre entreprise, même si vous avez 30 personnes, si vous avez 150 personnes ou 1000, néanmoins si vous avez 10 soudeurs, vous n'aurez qu'une seule fiche emploi au final. Et de ne pas se dire « Ah mon Dieu, j'ai 150 collaborateurs, je vais avoir 150 fiches à faire ».
pas forcément au final. Effectivement, la maille, c'est vraiment l'emploi. On fait une fiche par emploi, quelle que soit l'ancienneté, quel que soit le diplôme, quel que soit du salarié, puisque dès qu'on est sur le salarié, comme je le disais, on va valoriser ça autrement. Mais en tout cas, vraiment, un contenu d'emploi, on est sur le quoi. Qu'est-ce que doit réaliser l'emploi, et on n'est pas sur le comment ou sur la manière dont on tient l'emploi. On a des salariés qui sont plus ou moins performants. On ne va pas forcément les récompenser avec de la classification et ce ne sera pas le cas non plus à partir de 2024. C'est vrai que dans la convention collective de la métallurgie, on est sur des pratiques assez anciennes de valorisation des personnes, mais de la personne en tant que telle, par cette revalorisation salariale, et du coup dans la convention collective, de faire grimper des échelons de la convention collective pour valoriser. Le but, c'est que demain, ça ne soit plus ça. Et au final, le système, il n'est pas fait pour que ce soit ça. Donc, il va falloir revoir aussi ce système de valorisation des collaborateurs, c'est ça? Oui, c'est ça. Il faut reconstruire aussi peut-être un nouveau système de reconnaissance. On me retire, souvent les dirigeants nous disent ça, on me retire la classification, vous me cassez tout mon système de reconnaissance. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc là aussi, c'est possible de repenser à quel moyen on a pour reconnaître un salarié, évidemment, plus avec de la classification, mais il existe plein d'autres moyens de reconnaître les salariés. Ça, c'est un sujet que tu aimes beaucoup aussi. Alors, c'est pas le sujet du jour, donc on va pas s'étendre, mais n'hésitez pas, si vous avez envie d'échanger avec Élodie sur le sujet, évidemment, prévoyez votre moment. Concrètement, cette classification, cette nouvelle classification de la convention collective de la métallurgie, on fait quoi? Et c'est quoi les outils? Parce qu'il existe des outils qui ont été créés par justement l'UEMM dont tu faisais partie précédemment, et donc tu as participé à la création de ces outils. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent en parler autant que toi. Donc je suis ravie que tu puisses nous parler aussi de ça. C'est quoi ces outils? Qu'est-ce qu'on fait en fait maintenant? Alors, peut-être juste une précision, il n'y avait pas que l'UMM, on avait aussi des organisations syndicales, ce qui rend vraiment aussi cette future méthode de classification, donc dite paritaire, organisation patronale pour l'UMM et organisation syndicale, ça la rend d'autant plus robuste parce que tous les outils qui ont été, qui sont déclinés pour réaliser cette partie classification ont été vraiment validés à la virgule près. Et vraiment la virgule, je vous assure que c'est vraiment le cas. Donc effectivement, on a des outils qui sont donc le référentiel paritaire d'analyse. C'est un tableau avec... on va analyser le contenu de l'emploi à travers 6 critères classants, basés sur 10 degrés d'exigence. Donc 6 par 10, c'est ça, il y a un tableau avec abscisse ordonnée. Tout à fait, donc on se retrouve avec 60 cases finalement, 6 x 10, ça fait bien 60. Mais bon. Et avec 60 définitions, et finalement on va, en fonction du contenu de l'emploi, on va choisir, on va retenir le degré d'exigence qui correspond le plus à la définition de l'emploi. Et une fois qu'on a réalisé ce travail-là, donc on obtient ce qu'on appelle une cotation, donc c'est la somme des degrés, et on va ensuite utiliser le tableau de classement, donc deuxième outil, le tableau de classement qui permet de se référer et de trouver le classement qui figurera sur le bulletin de paye en janvier 2024. Oui, parce que c'est ça au final aussi, c'est que ça presque, oui et non, mais le 1er janvier 2024 arrive au final assez vite, sachant qu'on arrive à l'été, et qu'en janvier, sur les bulletins de salaire, ça doit apparaître, sur le bulletin de salaire des collaborateurs, ça doit apparaître leur nouvelle classification. Oui, tout à fait, parce que la convention collective actuelle n'existera plus, donc on aura un vide juridique, on ne pourra pas pointer sur quelque chose qui n'existe plus. C'est vrai qu'aujourd'hui on est le 8 juin, ça laisse du temps, surtout je pense peut-être à des entreprises qui nous écoutent qui sont de petite taille, mais c'est vrai qu'il y a quand même un cadençage à avoir en tête, puisque par exemple quand on remet la cotation au salarié, le salarié a droit à 1 mois pour demander des informations à son employeur, et l'employeur a 1 mois aussi pour y répondre. Donc déjà on a presque ces 2 mois incompressibles à prendre en tête.
avoir en tête, pardon, et c'est vrai que l'édition d'un bulletin de paye en janvier 2024, si d'aventure la classification voilà, n'est pas la bonne ou il y a des échanges avec le salarié, hein, refaire un bulletin de paye, bon, c'est pas le plus agréable à faire, donc il faut s'éviter ça au maximum. Et surtout, la classification, comme elle n'est pas isolée, elle vient après toucher d'autres process RH et ça permet voilà, de préparer sur ce deuxième semestre, de préparer ça complètement sereinement, dans la partie aussi conduite du changement, parce que c'est un gros changement. On connaît tous, en tout cas tous ceux qui travaillent dans la métallurgie sont habitués à ces coefficients, c'est un vrai marqueur social, individuel, donc il y a un vrai changement, il y a une vraie rupture à faire. Et ça aussi, le temps aide aussi à voilà, construire sa communication, accompagner dans cette évolution. Okay. Merci pour cette présentation à la fois de ce que c'est que la nouvelle convention collective, de quels sont les avantages, ce qu'il va falloir revoir, c'est quoi cette classification, et puis de ces outils qui sont à disposition. Évidemment, aujourd'hui, tu es avec nous chez Shaker parce que tu tenais et tu avais envie de permettre, de mettre en place aussi et de permettre à tout le monde d'avoir ce travail fait de la meilleure façon possible et un accompagnement adéquat. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu proposes de ton côté? Alors c'est vrai que donc je suis restée 3 ans sur cette mission de la classification et c'est vrai que j'avais à cœur d'accompagner de manière très opérationnelle les entreprises de la branche. Donc c'était le très bon timing. Donc effectivement aujourd'hui à travers Shaker on propose plusieurs accompagnements. Donc évidemment ça va être déjà d'accompagner les entreprises sur tout ce qui est obligation conventionnelle. Je vais y revenir, mais les accompagnements, ça va être déjà faire un état des lieux, on en a parlé, faire un état des lieux parce que les entreprises ont déjà des choses, vous avez déjà des éléments qui existent, donc ça aide beaucoup. Donc faire vraiment un état des lieux des pratiques de classification actuelles, de faire aussi un état des lieux des fiches de poste, référentiels, on va regarder le contenu surtout, de pouvoir élaborer une cartographie des emplois, ça c'est ce qui permet d'avoir la structure, la vision claire des emplois, de pouvoir aider à tout ce qui va être actualisation, rédaction des fiches emploi, et puis de passer à la phase cotation, classement, et puis dans un transversal, on va dire, de pouvoir peut-être aussi accompagner les entreprises qui souhaitent former les dirigeants, qui souhaitent former les managers, la fonction RH, peut-être les délégués, les IRP, etc. Et de construire un plan de communication aussi avec elles parce que dans un tel changement, la communication, elle est essentielle. Et c'est là où le concept Shaker aussi intervient beaucoup, puisque toi, tu fais pas ça toute seule, tu fais ça avec nos juristes internes, puisqu'il y a cette partie juridique où aussi il y a des notions à ne pas oublier et qui sont importantes pour les entreprises. Et puis il y a aussi cette partie conduite du changement, accompagnement, et où l'équipe développement est là aussi pour ça. Donc c'est un projet assez commun à tout le monde, mais que tu portes majoritairement. Merci beaucoup, Elodie. Je ne sais pas si tu avais besoin de rajouter autre chose. Si tu devais, toi, et si vous avez des questions, n'hésitez pas pendant ce temps-là, mais si toi, tu devais résumer tout ce qu'on vient de se dire, tout ce que tu viens de nous partager en 3 points essentiels, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire plutôt? Alors, 3 points, ça va être difficile, c'est chaud. Mais c'est ça. C'est déjà, attention, on est sur une entrée en vigueur au 1er janvier 2024, donc il faut avoir en tête, ça veut dire que on se dit 1er janvier, là l'été démarre, 1er janvier il fait froid, c'est dans longtemps. Néanmoins, ça va arriver vite et vous l'avez compris avec ce live, il y a certaines étapes à réaliser, donc il faut avoir vraiment bien ça en tête. Il faut aussi avoir en tête que la classification, comme elle n'est pas isolée, elle touche peut-être d'autres choses. Donc pour les plus grosses entreprises, il peut y avoir des accords internes. Il y a peut-être des choses qu'il faut aussi nettoyer et travailler, des choses qui sont assises sur la classification. Le deuxième point, c'est qu'il y a un gros travail pour les entreprises sur de la rédaction ou actualisation
2 fiches emploi et des cotations à réaliser. Et le 3e point, eh bien, c'est on respire. Voilà, Shaker peut vous accompagner dans ces étapes-là et dans le déploiement de cette future convention collective. Super, merci beaucoup Elodie pour toutes ces explications. On a réussi à tenir notre timing, on y croyait à peine, on l'espérait, mais on l'a tenu parce que merci à toi aussi. C'est un sujet qui est très 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 dense. Tu aimes en parler, tu aimes le partager aussi, donc c'était un challenge de faire tenir ça en moins d'une demi-heure et on l'a réussi ce midi. Donc merci à vous de nous avoir suivis. Vous ne l'avez pas vu, mais derrière la caméra, il y a aussi Morgane qui nous a aidés sur toute cette programmation et les détails techniques. Donc merci à elle aussi. Et puis bonne après-midi à vous tous et à très bientôt. Merci. À bientôt.